Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Merci beaucoup. Nous, on vous retrouve demain, c'est ça? Vendredi. 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 Avec d'autres résultats de foot. Mais là, on va rester dans Matin Bonheur avec la famille Michel Laura, grande supportrice du Liverpool également. Sera Oui, il y a du rouge, elle s'est trahie également. Moi, je ne parle pas trop parce que il y a longtemps, on est parti. Dans quelques instants, je te dis, comment encadrer le cursus scolaire de l'enfant? Vous savez que mercredi, pour être plus sérieux, mercredi, c'est famille. Le cursus scolaire de nos enfants est très, très important. Il faut l'aborder avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'attention. Les recettes de Michel Laura, c'est tout de suite, juste après cet élément. L'attitude des parents est fondamentale dans la réussite scolaire des enfants. Leur rôle n'est pas de faire les devoirs, ni de les corriger, mais de créer un climat propice pour que l'enfant puisse travailler dans le calme. La motivation de l'enfant est fortement influencée par le climat relationnel dans lequel se déroulent les activités. Le défi est de transformer cette corvée en plaisir. L'attitude des parents doit favoriser la motivation, l'autonomie et la responsabilité scolaire. Si un parent voit que son enfant n'arrive pas à travailler seul, si le temps de travail à la maison est trop long ou pose problème, il est indispensable de prendre contact avec l'enseignant pour que le parent et le maître se mettent d'accord sur l'ajustement ou l'aide que l'on peut apporter à l'enfant. Comment faire alors? Pour suivre le travail de mes enfants, j'ai le numéro des professeurs que je les appelle pour avoir plus de renseignements sur le travail des enfants. Et pour ceux qui sont au primaire, je me rends dans l'école des enfants. Je suis souvent en communication avec les professeurs, avec le maître de maison. Je vérifie le travail qui est fait. Et ensuite de cela, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Puis on avance un peu. Laisser une marge de liberté à l'enfant quant à la réalisation de ses tâches, respecter son rythme d'apprentissage tout en le guidant dans la planification d'un travail ou la préparation d'un examen. Éviter surtout de lui imposer un stress de performance. Il devient impératif de ne pas faire de remontrance à l'enfant, ni de le culpabiliser, mais de privilégier la compréhension qu'il a des enjeux et des conséquences négatives que son manque de motivation peut engendrer. Quand les notes des enfants ne sont pas bonnes, il faut chercher, personnellement, je cherche à connaître la cause. Est-ce que ça vient de la maison ou bien ça vient de l'école? Quand les notes ne sont pas bonnes, il ne s'agit pas de crier sur l'enfant. Je fais asseoir l'enfant, je discute avec lui, il essaie de m'expliquer ce qui n'a pas marché. Et en fonction de ce qu'il va me dire, j'essaie à mon tour de voir comment me prendre pour que je puisse l'aider. Pour que je mette plus de pression sur le maître de maison. Certains enfants sont plus difficiles à motiver que d'autres. Il sera peut-être nécessaire, dans certains cas, d'offrir de petites récompenses chaque fois qu'il apportera ses devoirs au complet à la maison. La période de devoirs ne doit pas empoisonner la relation affective. L'enfant doit sentir que ses parents accordent de l'importance aux apprentissages qu'il réalise à l'extérieur du contexte familial. Mais il doit également prendre conscience que les devoirs et les leçons relèvent de sa responsabilité propre et non celle de ses parents. Si l'enfant est traité comme un pacha à la maison et qu'il n'est responsable d'aucune tâche, comment espérer qu'il développe son autonomie et son sens des responsabilités? Et oui, on voit des enfants tout heureux, c'est ce qu'on espère dans nos maisons et qui rendent aussi des parents heureux par leurs bons résultats. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Marco. Alors, on parle de comment encadrer le cursus scolaire de son enfant. Il y a plusieurs méthodes. On a même des reproductions de son modèle qu'on a pu avoir avec nos parents. Oui. Et quelle est la bonne méthode que vous indiquez? Mais écoutez, il n'y a pas de bonne méthode. Déjà, le cursus, ça concerne quoi? Ça concerne l'ensemble des études que l'individu va suivre jusqu'à sa sortie du cycle de formation. Donc, nous avons plusieurs niveaux d'accompagnement, d'encadrement, et les encadreurs sont multiples. En fonction du stade d'apprentissage, on a au premier stade de la maternelle jusqu'au primaire, les encadreurs sont les parents, les maîtresses et les maîtres, et les éducateurs, l'équipe pédagogique. Il ne faut pas se limiter au seul enseignant de votre enfant, parce que l'enseignant, il est en classe avec l'enfant, mais il faut aussi voir comment l'enfant évolue dans la sphère de la cour. Est-ce qu'il est socialisé ou pas? Est-ce qu'il est brimé par ses camarades ou pas? Il faut parler avec les enfants pour savoir leur ressenti par rapport au temps qu'ils passent à l'école. Parce que souvent, les enfants sont maltraités
et cela a une influence sur leurs résultats scolaires. Mais si on ne discute pas avec les enfants, ça peut nous échapper et ça peut faire que l'enfant va se désintéresser petit à petit de l'apprentissage scolaire parce que dans l'enceinte de l'école, il est soumis à de la maltraitance ou à un stress particulier du fait de ses camarades de classe ou même du fait de l'enseignant. C'est pour cela qu'il faut fréquenter l'enseignant. Enfin, quand je dis fréquenter, collaborer avec lui, parler avec lui et surtout participer aux réunions d'école des enfants parce que lors de ces réunions, les enseignants expliquent aux parents leurs méthodes, leur façon de travailler et cela facilite le relais que prend le maître de maison à la maison. Alors, l'état des lieux qu'on doit faire avant de commencer le cursus, on le fait comment? On le fait, on est jeunes parents, l'enfant commence, il va au jardin, à la maternelle, c'est comme ça qu'on dit officiellement, à la maternelle. Quels sont les prérequis des parents? Parce que le parent peut être instruit, non instruit, rural, citadin, voilà, tout ça, ça influence. Comment on fait? Ben vous savez, chaque parent a un rêve pour ses enfants. Donc surtout quand on est jeune parent et qu'on a un enfant, le premier enfant, on met beaucoup de rêves sur l'enfant. Il se peut que le rêve que l'on nourrit pour son enfant soit un rêve plus ancien même que la naissance de cet enfant-là. Donc si on rêve par exemple d'avoir un enfant pilote, un enfant médecin ou un enfant star à la télé comme Marcelin, et que l'enfant arrive, ce n'est pas dit que cet enfant qui naît aura le même rêve ni les mêmes envies que le parent. Donc déjà, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, il faut observer ce qui intéresse l'enfant. Une fois qu'il sera un peu plus grand, vers 6-7 ans, qu'il pourra s'exprimer, l'interroger régulièrement sur son rêve de métier. Et c'est marrant, à 7 ans, souvent les enfants se projettent dans les tontons qu'ils aiment bien ou dans les tantines qu'ils aiment bien parce qu'ils ont une grande admiration pour ces personnes-là. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un bon goût pour le métier exercé ou parce qu'ils ont les compétences, mais ils admirent le bien-être que cette personne-là dégage. Donc il se dit, cet homme ou cette femme est bien dans ses baskets, c'est sûrement dû à ce qu'il fait, donc je voudrais faire comme lui ou comme elle. Et il faut beaucoup échanger avec les enfants là-dessus pour les encadrer, les accompagner. Encadrer, ce n'est pas imposer, c'est orienter, encourager. Dans l'élément, on l'a dit, lorsque l'enfant éprouve des difficultés d'apprentissage et que cela se ressent dans ses notes, il ne faut pas le repousser ni le brimer. Il faut discuter avec lui, échanger. Ce qu'il faut dire, un cursus, c'est de bout en bout. Donc, en cours de chemin, on peut réorganiser le cursus, le réadapter. Réajuster. Réajuster, effectivement. Si l'enfant est parti, par exemple, dans une école pour faire ingénierie et qu'il ne s'en sort pas, en cours de route, en voyant ces difficultés, on peut réadapter, réorienter et l'enfant sera repris et pourra poursuivre ses études dans un domaine où il est plus à l'aise. Mais quand on s'entête dans un domaine qui n'est pas le centre d'intérêt ou qui n'est pas conforme aux compétences ou aux aptitudes de l'enfant, ça peut donner des résultats médiocres, moyens, et ça peut le décourager, ne pas lui donner envie d'apprendre. On a parlé de différents cursus scolaires. Oui, différents stades du cursus scolaire. Justement, Marco a entamé avec le premier, qui est la maternelle. La maternelle et l'école primaire. Au niveau du premier cycle pour l'école primaire, comment ça devrait se passer de manière pratique? De manière pratique déjà, les parents, rares sont les parents qui accompagnent les enfants à l'école. C'est souvent le chauffeur ou la nounou, ou pour les parents qui accompagnent les enfants à l'école, souvent, ils déposent l'enfant juste au portail de l'école, ils ne voient pas l'enseignant. Mais je vais revenir un peu en maternelle pour dire que l'accompagnement à l'école est primordial pour la perception que l'enfant aura de l'école. Donc, lorsque vous accompagnez vos jeunes enfants à l'école, plus ils sont petits, plus il faut les accompagner loin dans l'école. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la cour de l'école. Il faut accompagner l'enfant pour qu'il s'installe à sa place et que le parent voie à quel endroit l'enfant est assis. Ça le rassure et ça lui donne une confiance en soi. Donc, il faut accompagner l'enfant. Pour le primaire, pareil, il faut accompagner les enfants sans s'attarder à l'école, demander de temps en temps à la maîtresse si tout va bien. Et lorsqu'il y a un problème, prendre rendez-vous avec l'enseignant pour en discuter avec l'enfant ou seul à seul d'abord pour pouvoir intégrer ensuite
l'enfant aux échanges. Ça montre à l'enfant qu'on prend du temps pour lui et qu'on s'intéresse à son bien-être dans l'apprentissage. Pas forcément à ses résultats, à son bien-être. Parfois, il y a des cas concrets, hein, comme celui de M. Sayed qui nous l'a envoyé tout à l'heure. Voici une famille qui a tout. Ils habitent, ils sont en zone 4, ils ont tout. L'enfant n'a pas d'amis, à part son cercle familial. Et ce qui fait qu'il a grandi avec tout ce que ses parents voulaient. Et à l'occasion de l'université, il fréquente maintenant des gens, il a des amis, tout ça. Et il voit que tout ce qu'il a eu comme cocon douillet ne l'a pas aidé. Au lieu de médecin, ce que ses parents voulaient comme lui, qu'il soit plus tard, il veut devenir artiste. Oui. Parce qu'il et a ça découvert... crée un problème au niveau de la famille. Ben voilà, l'enfant, il s'est socialisé tardivement et à ce moment-là, il s'est découvert d'autres centres d'intérêt et c'est normal. Il a quitté sa zone de confort. Voilà, il a quitté sa zone habituelle et il se trouve justement dans un environnement qui le séduit. Alors ce que les parents devraient faire, ce n'est pas repousser du revers de la main son nouveau choix, son choix de réorientation, mais en discuter et marchander. Parce qu'il y a des parents qui disent, oui, tu feras artiste, mais un artiste qui a fini ses diplômes, c'est encore mieux. Donc, quand on encourage l'enfant comme ça, il ne faut pas dire, un artiste, c'est pas bien, ça ne nourrit pas son homme, parce qu'il va se braquer. Donc, en lui disant, il n'y a pas de problème, tu peux être artiste, l'accompagner même en l'inscrivant à des cours de musique ou de chant, et par derrière, l'accompagner dans la fin de son diplôme, surtout qu'il est arrivé assez loin. Donc, il ne faut pas se braquer ou rejeter du revers de la main les propositions que les enfants font en grandissant. Déjà, ça part du lycée. Quand on arrive au lycée, l'enfant, il est adolescent. Donc, il commence à s'exprimer, à trouver sa voie ou à la chercher. Donc, lorsque l'enfant trouve sa voie, il se construit, il vous présente un visage qui peut être différent de celui que vous avez imaginé pour votre enfant. Alors, même si le parent peut être surpris par les choix de cursus de leur enfant, après cette surprise-là, il faut essayer de comprendre et pour comprendre, il faut en parler avec l'intéressé. Chercher ses motivations, l'orienter et attirer son attention sur les débouchés qu'il y a, sur les implications que sa réorientation amène à son choix pour qu'il puisse avoir un choix mieux fait, un choix conscient. Si on ne discute pas, on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas avoir honte de marchander avec ses enfants parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que nous cherchons? Le bien-être de l'enfant pour le bien-être de la famille. Et marchander, pas fait du chantage? Non, non, pas du tout. Le marchandage, c'est différent du chantage. Le marchandage, c'est une négociation qui aboutit à un compromis. Donc, qui dit compromis, dit effort de part et d'autre. Donc, pour le cas de l'enfant, par exemple, Saïd, on ne va pas lui dire non, je ne veux pas entendre parler de musique. On va lui dire quel type de musique t'intéresse, quels sont tes artistes préférés lors de son anniversaire. Lui offrir de la musique qu'il aime pour lui montrer qu'on approuve son choix et qu'on le partage. Et ensuite, d'un autre côté, il sera obligé de rendre la politesse en disant oui, je veux bien vous écouter. Alors quand il vous écoute, vous lui dites, moi je t'accompagne dans ta musique et toi tu m'accompagnes aussi dans la fin ou la poursuite du cursus sur lequel on était parti, en réadaptant. Donc maintenant, on a la chance d'avoir le LMD, qui est le cursus licence master doctorat, qui est une forme de formation plus ouverte. Donc dedans, on va trouver les moyens de mettre des matières facultatives selon le goût de l'enfant pour pouvoir lui montrer que jusque dans ses goûts les plus bizarres pour nous, nous l'accompagnons. Alors, tout juste petite digression, nous sommes de tout cœur avec les personnes qui nous regardent de Daloa. Il y a eu une grosse pluie hier du côté de Daloa, donc beaucoup n'arrivent pas à nous suivre. Certainement, la RTI fait en sorte que vous aurez des replays, tout ça, pour regarder. Puis il y a une question quand même qui nous vient. Ce que la dame a dit est vrai. Il faut savoir à qui présenter vos enfants quand ils sont en train de grandir, quand ils captent des modèles en chacun de nous. Parce qu'il y a des tontons qui découragent. C'est l'histoire d'un jeune qui a vécu dans une maison où l'employé de maison qu'on appelle communément le boy était le tout-puissant. C'est lui quand il parlait au papa ou à maman et on exécutait. Donc l'enfant s'est toujours dit que quand il allait grandir, il allait être boy. Boy, voilà.
parce qu'il voyait que le boy avait un pouvoir. Oui. Donc l'enfant a vu dans ce monsieur, a vu dans ce monsieur un leadership. Parce que ce n'est pas le fait d'être domestique qui plaisait à l'enfant, mais c'est le leadership que ce domestique-là dégageait. Donc il est très important de différencier, de faire le distinguo entre pourquoi l'enfant le veut et est-ce qu'il peut être. Donc il faut expliquer à cet enfant-là que c'est le leadership et que son leadership, il peut l'exprimer dans plusieurs domaines d'activité, notamment s'il est déjà dans un cursus scolaire, lui dire que même dans son cursus, il peut être le leader en se mettant au travail et en s'impliquant vraiment dans tout ce qu'il fait au niveau de l'apprentissage scolaire ou universitaire. Alors, docteur, avec la configuration actuelle de la vie, c'est clair que les parents, on s'organise, c'est vrai, mais on entend dire « j'ai jamais le temps ». Quand j'ai jamais le temps, on vous a entendu parler aussi du maître de maison. Oui. À quel moment on fait intervenir un maître de maison et sous quelles conditions? Ben écoutez, déjà le maître de maison, ça coûte cher. En calculant, je me suis rendu compte que l'argent qu'on paye au maître de maison à l'année, souvent, c'est très proche de la scolarité qu'on paye à l'enfant. Donc, c'est comme si on payait une double scolarité. À ce moment-là, il y a une question qui se pose. Pourquoi un maître de maison? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, les gens prennent des maîtres de maison parce qu'ils n'ont pas le temps. Si on n'a pas le temps, il faut prendre le maître de maison qui pourra avoir du temps et renforcer les capacités de l'enfant. Un maître de maison, ce n'est pas fait pour dévancer le programme de l'école. Un maître de maison, ce n'est pas fait pour surveiller les enfants. Il y a des parents qui disent au maître de maison, si tu arrives que je ne suis pas là, il faut qu'ils éteignent la télé, il faut qu'ils mangent, il faut Le maître de maison n'est pas un domestique. On se retrouve. Oui, le maître de maison n'est pas votre domestique. C'est une personne qui vient apporter un soutien scolaire. C'est pas de miracle. Donc, même si le parent n'est pas là, il faut que il est de la responsabilité du parent de créer le cadre de l'apprentissage. Donc, à la maison, il faut qu'il y ait un espace. Il y a des familles où le maître de maison arrive et c'est à ce moment-là qu'on va pousser la soupière de djunglé du papa sur un côté pour étudier. Non, il faut que la table aménagée. Donc, il faut que l'espace soit dédié et que l'espace dédié soit prêt au moment où le maître de maison arrive. Il n'est pas nécessaire de prendre 10, 15, 20 maîtres de maison. Il faut juste voir les matières où l'enfant est faible pour qu'il soit accompagné dedans. Et les matières où il excelle, le parent même devrait trouver un petit temps, puisque l'enfant est déjà bien dedans, pour réviser avec lui. Ça fait passer du temps avec les enfants et ça nous permet aussi de suivre de plus près leur travail. Docteur, il y a des parents qui ont le fétichisme du chiffre. Mon enfant doit être premier. Moi-même, j'ai été premier, encore que les enfants n'ont pas la possibilité de vérifier les bulletins. Il paraît qu'il y a un parent, il a ouvert une mallette du passé et puis on a vu, ses enfants ont vu ses vrais bulletins. Depuis, la physionomie a changé de camp. Mais je veux dire, il y a des parents qui ont le fétichisme du chiffre. Ils doivent être premier. Alors qu'il faut voir l'évolution de l'enfant. Tout à fait. Et le fait de dire à l'enfant, il faut que tu sois premier, il faut que tu sois premier, c'est vrai que ça va le challenger, mais si l'enfant s'il échoue une fois, ça va le déstabiliser. Voilà, s'il ne se positionne que par rapport à son rang de premier, il va perdre de vue le travail, la qualité du travail qu'il fait et la qualité aussi des efforts qu'il fait. Parce qu'il y a des personnes, en donnant le meilleur d'elles-mêmes, elles ne seront jamais premières. Ces personnes-là, il faut les féliciter pour avoir fait de leur mieux. Il y a des personnes qui se lèvent le doigt dans le nez, la fleur à la bouche et ils sont premiers. C'est tant mieux. Mais ces personnes-là, si elles grandissent comme ça, avec cette facilité-là, il faut qu'elles soient aussi confrontées à des difficultés et à des échecs. Parce que l'échec pour l'individu, c'est une école de vie. L'échec vous permet de gérer la frustration, de vous confronter à une situation désagréable, d'être humain et de vous sortir de votre zone de confort. Donc, dans tous les cas, c'est un challenge qu'il faut, mais il ne faut pas se focaliser sur les résultats. Il faut se focaliser, l'accompagnant doit se focaliser sur les progrès effectués par l'enfant. Un enfant qui passe de 6 à 10 de moyenne, il faut le féliciter. Mais un enfant qui passe de 10 à 11, il aurait pu faire mieux. Donc, l'encourager, ne pas lui faire de reproches, mais l'encourager. Tout ça en harmonie avec l'équipe d'encadreurs, parce qu'on était au lycée dans la progression. Il y a aussi l'aspect universitaire. Lorsque votre enfant arrive à l'université, il est un jeune adulte. Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin d'encadrement. Déjà, dans le choix de filière, les parents doivent discuter avec les enfants pour voir quelle est la filière que l'enfant souhaite suivre et est-ce que les notes ou les aptitudes de l'enfant lui permettraient
d'évoluer convenablement dans le cette tempérament de filière-là. l'enfant? Parce que moi, je me souviens des gens, il y a des parents qui avaient des enfants qui avaient deux... le petit est admis au concours de l'EMPT et puis au concours de l'entrée en 6e du circuit normal. Et il choisit quoi? Le petit, il a 9 ans, série spéciale, il fait quoi? Les parents ont dû se réunir, décider son tempérament, quand on le voit. Tout ça, ça compte aussi. Ça compte. Est-ce qu'il peut être militaire? Est-ce qu'il peut se mettre... Voilà. Oui. Tout ça, ça compte. Oui, ça compte. Il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'EMPT parce qu'ils veulent justement que l'enfant sorte du cocon. Si c'est un enfant introverti, on se dit là-bas, on va le diéser, il va un peu sortir. Il y a aussi le programme qu'on propose à l'EMPT parce qu'il y a une formation, je pense, assez pointue à l'EMPT. Si c'est cet aspect-là qui intéresse les parents, il faudrait qu'ils en discutent avec les enfants pour voir si l'enfant a vraiment envie de faire aéronautique ou militaire ou ingénieur en aviation civile et tout. Donc, il faut toujours discuter avec l'enfant. Quand je vois des parents accompagner leurs enfants jeunes adultes jusqu'à la porte de l'amphithéâtre à l'université, je dis, bon, là, on outrepasse un peu son rôle de parent. Faut pas le parce que là, il est maintenant un jeune adulte. Pourquoi? Il vient, par exemple, de l'intérieur du pays. Il a sa chérie à côté. Pardon? Il a sa chérie à côté. Quand il vient de l'intérieur, il faut à un moment donné l'orienter et couper le cordon pour ne pas que l'enfant tarde à voler. Vous ne parlez pas de la même chose. Alix, elle parle de chérie. Non, pas forcément. Ça entre en ligne de compte, mais la chérie, c'est déjà depuis le lycée. Hein. La chérie, c'est depuis le lycée. Donc, quand vous arrivez au lycée de votre enfant, qu'il vous voit, il a même envie de vous dire bonjour parce qu'il se dit, mon amoureuse est là, je ne veux pas que ma maman me fasse un câlin devant mon amoureuse. Ça, c'est bien avant l'université. Les parents, ils ont peur de l'université parce qu'ils se disent, c'est un autre niveau d'apprentissage. C'est chez les grands. Donc, je vais accompagner mon enfant pour comprendre et pour lui expliquer. Mais l'enfant, souvent, il comprend mieux que les parents parce que c'est lui qui a fait les matières pour avoir le baccalauréat. Donc, c'est lui qui comprend mieux le système d'orientation. Donc, il faut vraiment encadrer les enfants, mais ne pas les surcouver, les surprotéger pour qu'à un moment donné, ils puissent voler de leur... C'est quoi surcouver un enfant? C'est quoi? Surcouver, c'est l'infantiliser au-delà de ce qu'il faut. Concrètement? Par exemple, demander est-ce que tu as pris ton petit déjeuner à un enfant de 21, un adolescent de 21 ans, un jeune adulte. Ça va de soi. S'il n'a pas pris son petit déjeuner, c'est qu'il n'a pas faim. Et faire des bisous à sa fille, par exemple, qui a 18 ans. Faire un bisou devant ses copines. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas, mais il faut attendre d'être à la maison pour lui faire le bisou, justement. Parce qu'elle se dit que maintenant je suis grande, vous voulez la materner et elle n'aime pas être maternée. Donc, il faut trouver l'espace pour exprimer son amour. Et l'amour, justement, les enfants en ont besoin, malgré les apparences. Donc, on va finir le cursus scolaire par le stage de fin d'études. Et ce qui se passe en général sous nos cieux, c'est que les stagiaires sont pris pour des vaguemestres. Les stagiaires ne sont pas des vaguemestres. Dans une entreprise, quand le stagiaire entre, il y a une forme de bizutage. C'est lui qui va aller acheter les bananes arachides pour tout le monde. Il va acheter tchèp rouge de Tanti Fatou et on lui donne une liste de commandes. Et le pauvre, il est en âge, il a demandé l'argent à son oncle pour lui acheter un nouveau costume. Mais le costume même lui colle à la peau, tellement il a fait des allées et venues. Donc, de grâce, celui qu'on a ici, le costume ne colle pas du tout à la peau. Pitié pour les stagiaires. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont la clim dans tous les bureaux. Donc, pitié pour les stagiaires. L'encadrement ne consiste pas au bizutage du stagiaire, mais plutôt tout le monde est passé par là. À lui mettre le pied à l'étrier sur le fonctionnement de l'entreprise. Coach, parfois, c'est bon aussi. Les gens font jaiser. Oui, mais il faut le dire, lui donner un dossier béton. Il faut lui donner un dossier. Parce qu'on a un spécimen, on a un spécimen ici, là, mais vraiment, il est magnifique. Il a besoin d'être diesé. Non, il a été diesé. Non, mais il est en train d'être coaché. Il a été en train d'être diesé. Mais des fois, il se permet des choses, on ne saurait le dire. On espère qu'il va se reprendre. On a préparé un guet-apens. Juste à la fin de la saison, on le pousse dedans. Voilà, là, il aura le pied à l'étrier. Il s'appelle Gaoussou, c'est notre stagiaire qu'on salue. Adams, on l'aime beaucoup. Il a un surnom qu'on ne peut pas dire ici. Non. Merci infiniment, coach Laura. On a parlé du cursus depuis la maternelle jusqu'au stage. Vous voyez comme ça, de façon simple, naturelle, on parle de choses et on espère qu'à travers vos calepins, vous avez noté quelque chose pour vos enfants et pour vous-même. Merci d'être resté en notre compagnie, ma très chère Alix. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Il faut nourrir des rêves pour ses enfants, mais réaliser les rêves de ses enfants. On se voit demain.